Et à l'écoute des RFI, les minuit 30 à Paris, 22h30 à Bamako et en temps universel. La dernière édition d'Afrique Soir vous est présentée par Catherine Zemmouri. Bonsoir Catherine. Bonsoir. À la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, presque entièrement consacrée à l'attentat de Nice, nous irons au Cameroun à la rencontre des personnes qui ont toutes suivi le carnage qui s'est produit hier soir sur la promenade des Anglais et qui a fait pour rappel un bilan provisoire de 84 morts et plus de 200 blessés. Une tuerie que bon nombre de pays africains ont déjà connue. Les réactions sont donc vives sur le continent, par exemple à Yaoundé, comme vous pourrez l'entendre dans quelques instants. Des réactions à l'attentat de Nice, il y en a eu aussi au plus haut niveau dans différents États africains, comme au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme son soutien absolu apporté à la France. Et puis, hors attentat de Nice, nous irons en République démocratique du Congo, où une mission de la justice militaire auditionne victimes et témoins des massacres dans le territoire de Béni. Une enquête qui pourrait permettre d'entamer une procédure judiciaire dans ce dossier. Enfin, un contingent camerounais de l'ONU au cœur d'un trafic de drogue. Ça se passe en Centrafrique et la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, a décidé d'ouvrir une enquête. En suivre aussi dans ce sommaire, l'invité d'Afrique Soir, il s'agit de Nadia Chahaban, députée tunisienne, avec qui nous reviendrons sur les menaces qui pèsent sur la France, menaces terroristes. Enfin, la page des sports, et ce sera avec Antoine Grenier ce soir, qui nous rejoindra en toute fin d'édition dans le studio. L'attaque de Nice qui a fait dans un bilan provisoire 84 morts, dont une dizaine d'enfants et plus de 200 blessés, a affecté des Niçois, bien évidemment, des vacanciers, mais également de nombreux touristes, des Russes, des Allemands, des Belges, des Chinois, mais aussi en ce qui concerne le continent africain, 3 Tunisiens et 3 Algériens. Toutes les nationalités des victimes ne sont pas encore connues pour l'heure et d'autres pays du continent africain pourraient avoir perdu potentiellement des nationaux dans cette attaque de Nice. Si les pays occidentaux sont de plus en plus souvent touchés par des attentats, rappelons que l'Afrique est elle aussi en ligne de mire. Depuis 2002, pas moins de 20 000 personnes sont mortes sur le continent africain du fait d'attaques. Les événements de Nice trouvent donc un écho particulier en Afrique. Les officiels du continent ont d'ailleurs immédiatement réagi jeudi soir suite à la tuerie de Nice. À l'image des déclarations occidentales, différents chefs d'État ou de gouvernement africains se sont déclarés choqués et pour bon nombre, l'heure est également à la consternation, Laure Broulard. Le Mali et la Côte d'Ivoire, récemment, la cible d'attaques terroristes, ont rapidement réagi. Nous sommes aux côtés de la France en ces heures douloureuses, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta ce matin, alors que Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, exprimait la compassion de son pays, appelant à une forte mobilisation internationale contre le terrorisme. En Tunisie également, c'est un acte ignoble et nous le combattrons ensemble, a affirmé Béji Caïd Essebsi. Il a exprimé ses condoléances en personne à l'ambassadeur de France ce matin. Plusieurs Tunisiens ont perdu la vie à Nice hier. Et la meilleure réponse, c'est d'être solidaire, a conclu le président. Une solidarité exprimée par l'Union africaine, réunie en sommet au Rwanda. Son porte-parole s'est engagé à travailler avec la communauté internationale pour lutter contre ce défi mondial qu'est le terrorisme. Toute la journée, les condoléances se sont multipliées sur les réseaux sociaux. C'est un acte inqualifiable, s'insurge le président sénégalais Macky Sall sur Twitter, suivi par ses homologues burkinabés et togolais. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a eu ces mots forts. La folie meurtrière ne cessera pas de sitôt. Cependant, elle ne vaincra ni l'humanité, ni la France. Merci Laure Broulard. À noter que le président Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, a adressé ses condoléances à son homologue français François Hollande. Joseph Kabila dit avoir appris avec émotion et consternation l'horrible attentat terroriste perpétré à Nice, le jour même où la France célébrait sa fête nationale. Le président de la RDC exprime tout son soutien au président François Hollande et au gouvernement français. Joseph Kabila
Kabila réitère la solidarité du peuple congolais au peuple français dans la lutte en cours contre ce fléau du terrorisme, dit-il, et de la barbarie que rien ne peut justifier, prononce-t-il donc des mots écrits dans un communiqué de la présidence congolaise. Réaction aussi du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'attentat de Nice. Le chef de l'État a tenu à affirmer tout le soutien du Mali à la France. Le Mali qui a connu différents attentats ces derniers temps. Le président malien réagissait à l'attaque de Nice auprès de nos confrères de la télévision nationale malienne. Je voudrais, au nom du peuple malien, dire toute mon indignation, toute notre indignation, notre révulsion totale et notre totale condamnation également devant l'odieux attentat qui a eu lieu hier soir, tout ce matin à Nice. Cet acte odieux, dont le mode opératoire indique à souhait la volonté délibérée de tuer, et de tuer le plus grand nombre, révolte la conscience humaine. Devant une telle horreur, nous ne pouvons que nous dire en sympathie absolue, totale, avec le peuple de France, la population de Nice et l'ensemble des peuples civilisés du monde. Le terrorisme ne triomphera pas, il n'aura pas raison de ce grand pays qu'est la France. Inch'Allah. Nous sommes avec la France, nous sommes avec les Niçois. Je tiens à le dire aujourd'hui avec la plus grande force, le Mali est aux côtés de la France, en ces heures douloureuses. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali. Et dans le pays voisin de la Côte d'Ivoire, c'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, qui déclare pour sa part que l'attentat de Nice est un acte monstrueux. Hier, 14 juillet 2016, nous étions à vos côtés à la résidence de France pour la commémoration de la fête nationale française. Sans nous douter que ce grand pays, ami de la Côte d'Ivoire, serait à nouveau frappé de la manière la plus monstrueuse par un acte terroriste lâche. Nous sommes horrifiés et fortement choqués par les images qui nous parviennent de Nice au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement. Nous adressons nos condoléances les plus émues et les plus attristées au gouvernement et au peuple français. Nous condamnons fermement cet attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une atteinte aux valeurs fortes de liberté, d'égalité et de fraternité que la France célébrait justement ce 14 juillet. Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun aussi, l'attaque de Nice et les images d'horreur diffusées en boucle par presque toutes les télévisions internationales ont engendré de multiples réactions. Les Camerounais rencontrés par notre reporter Sébastien Jedor dans les rues de Yaoundé appellent à l'unité et à la solidarité. Pour nous, Camerounais, c'est vraiment difficile parce que je crois que le monde entier ne prend pas au sérieux ce que les terroristes font. Parce que quand ça frappe en Afrique, on a l'art de penser que c'est seulement en Afrique. Voilà qu'ils arrivent déjà en Europe. Donc, il faut que les Européens s'unissent avec les Africains comme un seul homme pour pouvoir déstabiliser tous ceux-là qui sont en train de vouloir foutre la merde dans le monde entier. Nous sommes vraiment consternés de ces attaques terroristes et c'est la population qui souffre. S'ils veulent s'attaquer au gouvernement, s'ils ont des griefs, parce que moi c'est ce que je me dis, mais ne pouvons pas les atteindre, ils atteignent les innocents. Et nous vraiment, ça nous désole parce que c'est des innocents qui meurent, des familles qui n'auront peut-être pas de parents, des enfants qui sont esseulés. C'est un ressentiment de frustration, d'angoisse, de peur lorsque les terroristes continuent à frapper. Quand ils utilisent les camions pour écraser les gens, ça veut dire que ça peut aussi nous arriver ici au Cameroun. Donc nous partageons la douleur avec le peuple français. Et puis l'attentat de Nice, on le sait depuis quelques heures à présent, a été commis par un Français d'origine tunisienne. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir de l'autre côté de la Méditerranée, à Tunis en particulier, où certaines personnes se disent désemparées. Reportage dans la capitale tunisienne signé Djihan Bergaoui. Les Tunisiens se sont réveillés sous le choc. Ici, la tragédie de Nice a un écho particulier puisque le pays a déjà été marqué par plusieurs attaques terroristes d'ampleur depuis 2015, explique Hamdi, jeune médecin de 29 ans. On arrive très bien à comprendre ce que les autres sont en train de sentir.
on ne peut que condamner encore plus. À quelques mètres au-delà, sur l'avenue Bourguiba, en plein centre-ville de la capitale, Kaufer peint des slogans sur une banderole. Cette artiste militante anime un événement sur la paix. Elle se dit désemparée par ce nouvel épisode. C'était horrible, très horrible. Et le problème, c'est que parfois on se sent frustré, incapable de faire une réaction. Voilà, donc il y a un cumul de plusieurs frustrations face à ça et on essaie toujours d'être solidaire, d'être solide. Il faut surtout pas avoir peur, c'est ça l'essentiel. Voilà, on pense directement aux familles des victimes, voilà. Des messages de condoléances mais aussi de soutien. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont une pensée particulière pour les victimes. Jeanne Bergaoui, Tunis, RFI. RFI, il est minuit, passé de 40 minutes. Un trafic d'or potentiellement organisé par des casques bleus déployés dans l'ouest de la Centrafrique. C'est ce que la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, pense avoir découvert. Résultat, la mission de l'ONU a décidé d'ouvrir une enquête. Le contingent qui a été mis en cause est un contingent camerounais. La MINUSCA dit avoir dépêché des enquêteurs sur place pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Michel Arsenault. Les casques bleus camerounais, dans l'ouest de la Centrafrique, achèteraient de l'or à des mineurs artisanaux. Roland Achille Bangé Betangay, un député et juriste, dénonce ce commerce. Certaines personnes très véreuses, dit-il, profitent de l'anarchie pour acheter de l'or centrafricain. Le contingent camerounais ne cesse en tout cas de se livrer à l'achat de l'or par le truchement de leurs partenaires qu'ils amènent et qui, en tout cas, essaient de rentrer en communication directe avec la population, ne méprisant pas la langue, c'est par le truchement de leurs émissaires qu'ils essaient en tout cas de faire ces trafics illicites. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a dépêché des enquêteurs sur place pour faire de la lumière sur ce trafic et d'autres encore auxquels se livreraient certains soldats. Vladimir Monteiro est le porte-parole de la MINUSCA à Bangui. Si les faits se confirment, des sanctions sévères et exemplaires vont être prises car ce contingent camerounais a permis à cette partie de la Centrafrique de retrouver une certaine stabilité. Et nous ne permettrons pas que des actes isolés nuisent au sacrifice au travail de tous les contingents, de tous les casques bleus de la MINUSCA. 12 000 casques bleus ont été déployés en Centrafrique où l'État, en raison notamment de la forte présence de groupes armés, peine à rétablir son autorité. En République démocratique du Congo, une attaque attribuée aux rebelles hutus rwandais, attaque d'une position de l'armée congolaise, a fait 2 morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans la localité de Tongo, au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, déchirée par la violence des conflits armés depuis plus de 20 ans. De nombreux Rwandais hutus ont trouvé refuge, il faut le dire, dans cette zone située à l'est de la RDC après le génocide des Tutsis rwandais en 1994. Certains des interamoués, ou également surnommés Hutu, appelés Hutus extrémistes, sont toujours activement recherchés pour être déférés devant les tribunaux pour actes de génocide. En RDC, une mission de la justice militaire auditionne victimes et témoins dans le territoire de Béni depuis 2 jours. Audition qui se déroule pour le moment dans la localité d'Oicha. Objectif, faire démarrer au plus vite un procès sur les tueries qui secouent Béni et les localités voisines depuis bientôt près de 2 ans. Le ministre de la Défense l'a promis, toutes les allégations seront prises en compte, y compris les accusations formulées par le groupe d'experts à l'encontre d'officiers. Qu'en pensent les victimes et leurs familles? Qu'espèrent-elles? Sonia Rollet s'est rendue sur plusieurs lieux de massacre pour leur demander. Je pense que cette enquête peut vraiment nous éclairer parce que quand les massacres ont eu lieu, on ne savait pas qui en étaient les auteurs. S'il y a un appel à témoins, je crois que nous devons répondre sans crainte. Nous avons tous vu tout ce qui s'est passé. On peut le raconter en détail. On serait content de connaître les auteurs de ces massacres parce qu'on a perdu des proches. On sera content de savoir qui a joué quel rôle et qu'ils soient condamnés. Nous sommes certains que l'armée a pour mission de nous protéger. Si la hiérarchie a constaté qu'il y a eu dysfonctionnement, ce serait important de savoir les raisons profondes de cette inaction. La MONUSCO représente les Nations Unies. C'est le maintien de la paix. Il est inconcevable que ces massacres se déroulent en leur présence. Il est nécessaire qu'il comparaisse pour expliquer les raisons de son inaction face à ces tueries au Nord Kivu.
Des Congolais répondaient aux questions de Sonia Rollet. En Libye, 20 membres des forces royales au gouvernement d'union nationale libyen ont été tués et plus d'une centaine blessés vendredi dans des affrontements avec des combattants du groupe État islamique EI dans le bastion djihadiste de Sirte. C'est ce que rapporte l'agence France Presse. Puis également, le calme est revenu au Soudan du Sud après des affrontements le week-end dernier qui ont fait 300 morts et 42 000 déplacés selon un premier bilan officiel. Le président Salva Kiir tente de sauver l'application de l'accord de paix et maintient l'appel à la réconciliation lancé à son rival Riek Machar. Sur place, dans la capitale de Juba, la vie reprend son cours et un premier convoi militaire ougandais évacuant des nationaux de Juba a pu traverser la frontière avec l'Ouganda vendredi en début de soirée. Le parquet sud-africain a saisi vendredi la plus haute instance judiciaire du pays pour contester une décision de justice ordonnant le rétablissement de 783 charges contre le président Jacob Zuma dans une affaire de corruption présumée liée à des contrats d'armement signés en 1999. Afrique Soir sur RFI, Catherine Zemmouri. Et à suivre dans cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, les sports. Ce sera dans quelques minutes en direct du studio. Le zapping de Juan Gomez à propos de l'attentat de Nice et dans une poignée de secondes, l'invité de notre journal qui évoquera pour nous les menaces terroristes qui pèsent sur la France. Comment lutter contre le terrorisme ? Le tout sécuritaire est-il une solution ? La France a souvent été la cible de menaces émanant d'islamistes extrémistes. Les attentats du mois de novembre dernier en sont une preuve concrète. L'attaque de Nice ne rentrerait peut-être pas dans ce cadre, selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, pour qui il n'y a pas de lien entre Nice et l'islam radical. Il n'empêche, la France reste une cible privilégiée à l'image de la Tunisie, frappée à plusieurs reprises. Nadia Chaban est députée tunisienne. En ligne de Tunis, elle répond à Bineta Diène. Nadia Chaban, bonjour. Bonjour. Pourquoi la France est-elle touchée par ces actes de terrorisme ? Je pense qu'il faut peut-être relativiser. C'est pas que la France aujourd'hui qui est touchée, c'est beaucoup de pays qui le sont, mais un peu plus peut-être la France que d'autres. C'est lié à tout un contexte qu'il faut analyser, qu'il faut voir. D'une part, la France incarne un peu tout ce qui est haï et détesté par ces groupes, à savoir un attachement très très fort sur les questions de liberté, un attachement très fort par rapport à la laïcité, donc des choses qui représentent un peu des valeurs à détruire quelque part. Mais c'est aussi lié à un contexte, un environnement, tout se passe autour du bassin méditerranéen actuellement, avec des groupes qui sont de part et d'autre de la Méditerranée, avec des enjeux qui ont lieu en Syrie, en Libye, et des groupes qui sont installés depuis le Qaïda, avec une intervention de la France au Mali qui était moyennement appréciée et qui a été perçue aussi comme un peu une attitude un peu provocatrice, en tout cas un peu dans la continuité de quelque chose qui est perçu comme étant une politique postcoloniale de la France. Parmi les raisons que vous citez, vous parlez de l'engagement de la France à l'étranger. Est-ce qu'on peut considérer que la France paye aujourd'hui le prix de son engagement, notamment on le voit en Afrique, dans le Sahel, contre le terrorisme ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à un moment, on évalue un peu tout ce qui s'est fait sur les 2 dernières décennies. Parce que le côté guerrier de la France, on a vu qu'il y a eu des réajustements par rapport à certains pays tels que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, par rapport à sa politique étrangère, par rapport à leur engagement en Irak notamment. On voit qu'il y a de la frivolité, qu'il y a du recul, que l'expérience irakienne, en tout cas, a laissé des séquelles dans le sens où les gens ne s'engagent plus, alors que la France a continué à tenir un peu un discours guerrier et en même temps a été présente au Mali alors qu'elle n'a rien réglé. Je veux dire, quand on évalue cette opération, on s'aperçoit qu'elle n'a fait que déplacer un problème, mais elle ne l'a pas du tout réglé, ni quoi que ce soit. Donc, il y a un vrai souci aujourd'hui. Le président français a décidé de prolonger l'état d'urgence. Le président tunisien, également cet après-midi, a préconisé une réponse forte, selon ses mots, face au terrorisme. On le voit, c'est donc une réponse essentiellement sécuritaire qui semble être privilégiée. Est-ce que, selon vous, cela suffit-il à combattre ce phénomène-là ? Non, on voit bien que le traitement qui est fait de ces questions-là, il est exclusivement, quand on voit les budgets en tout cas qui sont consacrés aussi bien en France qu'en Tunisie, on voit bien que les réponses sont sécuritaires. Et on voit bien que toutes ces réponses échouent. Ils arrivent peut-être à en faire avorter 1 ou 2, mais sur l'ensemble, c'est quand même beaucoup d'échecs et les recrutements continuent et on n'arrive pas à couper les vivres à ces groupes-là, on n'arrive pas à les isoler ni quoi que ce soit.
Mais par contre, on voit bien qu'on n'accorde pas suffisamment de moyens pour la prévention, pour mettre en place des vrais mécanismes d'outils pour pouvoir couper les sources. On sait que ces groupes, s'ils se maintiennent, c'est grâce à des financements. Le jour où il n'y a plus d'argent, ils ne pourront plus survivre. On sait que l'argent provient pour une grande partie de trafics divers et variés, dont le trafic d'armes, le trafic de drogue. Il y a également le pétrole. Donc si on ne met pas en place de vrais mécanismes pour couper les sources et pour pouvoir leur rendre plus difficile la tâche du recrutement et également l'obtention d'armes et autres, on ne réglera pas le problème. La lutte contre le terrorisme, c'est un défi qui touche aussi plusieurs autres pays du continent africain. C'est le cas du Mali, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Tunisie. Quelles solutions à moyen terme les politiques peuvent-ils apporter à ce phénomène-là ? Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est celle d'offrir de l'espoir. C'est de remettre de l'espoir dans ce continent qui est aujourd'hui un peu sinistré, où ces jeunes ne rêvent que de deux choses, partir au djihad ou se jeter dans la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, parce qu'il y a très très peu de perspectives qui s'offrent. Et en même temps, il y a une responsabilité collective, parce que le Sud n'est pas le seul responsable. L'Afrique n'est pas responsable du drame qu'elle subit aujourd'hui. On ne peut pas ne pas revenir sur, aujourd'hui, les rapports Nord-Sud et sur qu'est-ce qu'on vous propose. Quand vous êtes en Tunisie aujourd'hui et vous êtes jeune et vous avez envie de faire le tour du monde, vous ne pouvez pas. Parce que pour commencer, il vous faut un visa Schengen, pour ne serait-ce que pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, le plus proche, alors que vous avez les moyens de faire votre tour du monde et vous voulez le faire. Finalement, ce sont des atteintes aux droits humains qui sont d'une extrême violence. Et on ne réalise pas à quel point on provoque et on crée des frustrations chez des générations entières aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes chances. Et qui est responsable derrière ça? C'est quand même une répartition et des richesses et une répartition des pouvoirs qui fait que certains pays en sont privés et d'autres pas. Nadia Chaban, merci. Je vous en prie. Nadia Chaban, députée tunisienne, répondait aux questions de Bineta Diagne. À la une internationale, une tentative de coup d'État en Turquie. Les militaires annoncent avoir pris le pouvoir. Le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, nie et dénonce le soulèvement d'une minorité au sein de l'armée. Des chars entourent actuellement le Parlement. Qui était l'auteur de l'attentat de Nice en France? Cet homme qui a foncé sur la foule réunie pour assister au feu d'artifice du 14 juillet qui a fait 84 morts. Il est totalement inconnu des services de renseignement français et ne serait pas lié à l'islam radical selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le journal des sports à présent, Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Catherine. On démarre avec vous et avec le football et le début de la 3e journée des Coupes africaines de clubs ce vendredi avec d'abord une rencontre en Coupe de la Confédération. Comptant pour le groupe B avec une confrontation 100% marocaine entre le Kaukab Marrakech et le FUS Rabat. Les visiteurs qui l'ont joué à l'expérience et se sont imposés 3-1. Résumé de la rencontre, Anas Yassine. Ce duel fratricide disputé sous une forte chaleur dans la journée, le mercure a atteint 43 degrés et la soirée a aussi été suffocante. Cette explication marocaine a logiquement tourné à l'avantage du champion du Maroc. Pourquoi logiquement? Eh bien, il y a quelques semaines, le FUS s'était imposé à Marrakech face à cette formation du KCM qui s'est maintenue in extremis lors de la dernière journée. La première mi-temps de cette rencontre donc a été une histoire de pénalty. L'arbitre ghanéen qui a dirigé les débats a sanctionné une main dans la surface de réparation du KCM et juste avant la pause, une poussée d'un défenseur du FUS. Résultat, un partout au moment de rejoindre les vestiaires. En deuxième période, le FUS a haussé le temps. L'avant-centre Benjeloun d'un tir du pied gauche et Fouzir, le milieu offensif très remuant, ont scellé le sort de cette rencontre. 3-1 et une première place à mi-parcours. Avec encore 2 matchs à domicile à disputer, le champion du Maroc a quasiment décroché son ticket pour le dernier carré. Anas Yassine, Araba pour RFI. La suite de cette 3e journée ce samedi avec également des rencontres de Ligue des Champions. Déplacement de l'ASEC Abidjan en Zambie sur le terrain du Zesco United. Un match pour confirmer côté ivoirien, actuellement 2e de leur poule à égalité de points avec les Zambiens. Les Mimos qui ont dominé le National du Caire lors de leur précédent match. Les Égyptiens qui dans ce même groupe A recevront le Wydad Casablanca. En Coupe de la Confédération, 2 rencontres également. Dans le groupe A, les Tanzaniens des Young Africans accueillent les Ghanéens de Medeama. Malheur aux vaincus en
entre les deux occupants des 2 dernières places. Dans la poule B, l'Étoile du Sahel assure la réception des Libyens de l'Al-Ahly Tripoli. Et puis toujours en football, Lapé Bangoura s'est exprimé sur RFI après sa nomination au poste de sélectionneur de la Guinée. Le suspense avait pris fin hier quand Fori Lapé Bangoura a été nommé nouvel entraîneur du Sili national. Il assurait depuis quelques semaines l'intérim du Français Luis Fernandez qui avait démissionné. Lapé Bangoura, confiant quant à l'avenir du Sili, il est également revenu sur les conditions de sa nomination. Ma volonté sans cesse d'aider ce football guinéen parce que tout le monde m'a vu à l'œuvre. Le deuxième est l'expérience acquise pendant plus de 20 ans. J'ai eu le privilège de coacher tous les clubs d'élite de la Guinée, toutes les catégories des équipes nationales, ces derniers temps avec l'équipe nationale locale, qualifiée en demi-finale. À tout cela s'ajoutent les multiples formations que j'ai eues, tant en Afrique qu'en Europe, assorties par des diplômes. À tout cela, ma connaissance du pays, de l'environnement, tous ces facteurs ont milité en ma faveur. Sans oublier, certainement sur le plan financier, ça ne va pas être aussi élevé que certainement les expatriés. Lapé Bangoura, sélectionneur de la Guinée, joint par Alexandre Seban. Premier match pour lui en tant que titulaire sur le banc guinéen. Ce sera le 30 août en amical contre l'Égypte. Le football au rayon des transferts. À présent, Mehdi Benatia part pour l'Italie. C'était dans les cartons, c'est désormais officiel. Le défenseur international marocain rejoint la Juventus de Turin. Après 2 saisons passées en Allemagne au Bayern Munich, Benatia est prêté 1 saison avec option d'achat au champion d'Italie en titre. Un prêt payant 3 millions d'euros et une option fixée à 17 millions. Un retour en Italie pour Benatia qui s'était révélé à l'Udinese et la Roma mais qui n'a jamais su s'imposer en Bundesliga. Ça fait beaucoup de sous ça, Antoine. En tennis et la fin de la phase de poule du groupe 3 et de Coupe Davis en zone Afrique. Large défaite du Cameroun face au Maroc. Un revers logique 3-0 qui permet aux Marocains de conserver leur première place de cette poule A. Le Maroc qui affrontera le Bénin en play-off pour la montée. Ce sera ce samedi. Les Béninois 2e de la poule B derrière Madagascar, vainqueur hier du Botswana. Les Malgaches de leur côté se mesureront à la Namibie. Et puis on termine avec de l'athlétisme et Caster Semenya confirme son excellente forme actuelle. La Sud-Africaine a amélioré sa propre meilleure performance mondiale de l'année du 800 mètres. C'était au meeting Merculis de Monaco. Elle a bouclé le double tour en 1 minute 55 secondes 33, 1 seconde et 30 centièmes de mieux que son précédent chrono. Merci Antoine. RFI, il est minuit passé de 57 minutes. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez Juan Gomez et le zapping portant sur l'attentat de Nice. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. 8 mois après les attaques djihadistes à Paris et Saint-Denis, la France a de nouveau été la cible d'un attentat. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions. C'était ce matin sur RFI. Moi, j'ai été très très choqué comme beaucoup de gens. J'ai découvert les images juste le matin et c'est la colère qui anime quelqu'un quand on découvre ce genre d'images. Quand on voit que des gens peuvent tuer autant de gens, pour quelle raison? Pour une idéologie sans fondement et surtout la violence avec laquelle ça s'est fait. Donc, moi je pense que tout ce qu'ils vivent, c'est quoi? C'est empêcher tout un peuple de vivre, empêcher vraiment les gens d'être tout simplement eux-mêmes. Je suis bouleversé. Je suis plus que jamais français après cet acte lâche, cruel, barbare qui s'est produit hier à Nice, alors que les Français étaient en pleine fête du 14 juillet. Les Français qui par millions étaient réunis libres dans la fraternité, mais voilà que cet acte vient gâcher la fête. Je suis vraiment désolé et je regrette que ce soit la France qui soit touchée, alors que cette France est toujours aux côtés des populations qui sont dans le besoin. Vraiment, c'est très lâche de la part de ces personnes, parce que si vous croyez en une idéologie et que vous pensez que votre Dieu peut vous permettre de pouvoir mener une guerre, mais menez-la à visage découvert. C'est parce que ces terroristes sont dans le faux, dans le mensonge, voilà, pour qu'ils se cachent, pour pouvoir frapper dans le dos. Et c'est très lâche. Et je suis très remonté contre cela. Ce acte n'est pas une surprise pour la France parce que la France s'attendait à ce genre d'acte
Mais non, est-ce que le mode opératoire permettait à ce que les services de renseignement puissent vraiment prévenir cela? Et moi, je réponds par non, parce que je ne pense pas. Et lundi, nous lancerons le débat sur la participation du président soudanais au sommet de l'UA, alors qu'il est poursuivi pour génocide par la CPI. 33 9 693 693 70. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.